Voilà. Eh bien, bienvenue sur la conférence qui s'intitule AR/VR, bienvenue dans l'ère du V-commerce. Petite intro, c'est quoi le V-commerce? Parce que moi j'ai dû chercher. Donc V-commerce ou commerce virtuel désigne l'ensemble des activités commerciales qui font usage des technologies de réalité virtuelle, le client en immersion dans un environnement virtuel et ou de réalité augmentée qui insère des éléments virtuels sur un environnement physique et réel. Voilà, ça c'est fait, on a une définition de quoi on parle. Ensuite, dans un contexte sanitaire contraignant, le commerce en ligne, qui était déjà en très fort développement, a connu une forte accélération, tout comme les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui connaissent un fort développement. Le e-commerce, en quelques chiffres, publiés par FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, c'est utilisation de la réalité augmentée dans le retail, 4,6 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance moyen annuel de 20%. Alors je connais moi des taux de croissance qui sont au-dessus de 100, mais 20% de taux de croissance annuel, moi j'en veux bien pour n'importe quelle entreprise. Et en janvier 2020, 46% des commerçants prévoyaient de déployer la réalité augmentée ou virtuelle dans l'année, d'après Deloitte. Et enfin, le nombre d'utilisateurs de réalité augmentée sur mobile a doublé en 2 ans, entre 2018 et 2020. Donc cette croissance hyper forte s'appuie sur des technologies. Et pour en parler, et surtout les apports réels de ces technologies au commerce en ligne ou au commerce physique, 2 intervenants, du coup sur 3, mais je vais excuser Monsieur Larocque. Donc déjà, je vais commencer par celui qui n'est pas là, donc Stan Larocque, qui devait être là, c'est le président de Lynx, une entreprise pépite française en plus dans le domaine de la réalité immersive, qu'il a fondée il y a 2 ans. Alors, dans le domaine de l'électronique, du logiciel, de l'optique et du matériel, il faut vraiment de la pluridisciplinarité pour savoir faire un appareil de réalité immersive et de réalité augmentée. Et le projet de cette pépite française est bien de faire un appareil dual de réalité augmentée et de réalité immersive à un prix abordable, adapté à de multiples usages, que ce soit de la formation ou du divertissement ou du commerce, puisqu'on va parler de ça, avec une date de sortie prévue. Donc suivez les actualités de Lynx, LYNX pour ceux qui ne savent pas, qui devrait sortir en avril 2022. Voilà, j'ai fait la pub de Stan. Stan, hélas, n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il est en train de faire un deal extraordinaire aux États-Unis. En tout cas, on le lui souhaite. Et dès qu'il reviendra en France, il pourra travailler avec les sociétés françaises. En attendant, on remercie et on accueille Mathieu Ducrot. Donc Mathieu, vous êtes directeur des produits et services XR au sein d'Orange Innovation. Orange Innovation qui est le moteur de l'innovation d'Orange. Et vous êtes l'un des... Et Orange, plus personne ne présente trop, un des principaux opérateurs de télécom dans le monde. La mission d'Orange Innovation, c'est préparer le futur, construire le présent. Et ça s'inscrit dans la stratégie, bien sûr, du groupe. Orange travaille depuis plusieurs années sur le domaine de la réalité étendue, comme vous dites, pour l'amélioration de l'expérience client, pour le grand public et aussi pour le marché entreprise, Orange Business. Et quelque part, vous êtes pionnier dans ces nouvelles technologies. Merci. Ensuite, Riccardo Falconi, vous êtes CEO de Door Insider, une start-up qui fait rentrer l'immobilier dans l'ère Netflix. C'est votre claim. Donc la mission, c'est augmenter l'attractivité des professionnels de l'immobilier en assurant la mise en valeur des mandats, une expérience utilisateur optimisée sur une plateforme immobilière qui tire parti des technologies numériques. Que ça soit de la photo HDR, des visites virtuelles guidées, des plans, du homestaging 3D, tout est mis en œuvre pour construire une place de marché connectée. Donc on est bien sur de la marketplace connectée et de qualité. Alors, pour commencer, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire le e-commerce, on en est où? Alors bonjour à tous déjà. Le e-commerce, donc quand on parle de e-commerce, pour dresser un petit peu un panorama de ce qui existe aujourd'hui, le e-commerce, ça peut revêtir différentes réalités. Déjà, ça peut être d'augmenter le réel, donc là on parlera plutôt de réalité augmentée. Et pour prendre un exemple, des exemples assez concrets, par exemple pour des marques qui vont vouloir se déployer, donc qui sont déjà omnicanales, donc elles parlent via différents canaux à leurs clients, et vont vouloir aller un cran plus loin.
La réalité augmentée, ça ne va pas être un canal supplémentaire, mais ça va être en revanche une manière d'augmenter les canaux déjà existants. Donc par exemple, ce qu'on voit se développer de plus en plus, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà testé d'ailleurs, c'est le fait de pouvoir essayer des habits par exemple, ou des lunettes, ou du maquillage, depuis son mobile. Donc on a une application mobile entre les mains, et puis on a la possibilité d'essayer des chaussures par exemple virtuellement, c'est-à-dire que les chaussures sont virtuelles, mais elles vont épouser complètement la forme de mon pied, les mouvements, et je vais pouvoir ainsi tester le produit avant de l'acheter. C'est ce qu'on appelle du try before you buy, qu'on fait d'habitude en magasin, mais sauf que là on peut le faire chez soi à distance. Pourquoi c'est intéressant pour les marques? Pourquoi ça apporte beaucoup de valeur? Parce que la plupart des marques qui vont commercialiser des produits en ligne ont un gros problème. C'est qu'il y a un taux de retour qui est énorme en fait. Quand vous faites une vente en ligne sans avoir la possibilité d'essayer en magasin, vous avez un petit peu moins de la moitié des produits qui sont retournés. Donc ça reste énorme, c'est autour de 45% à peu près. Donc vous imaginez que ça fait perdre du temps à tout le monde, aux clients qui perdent du temps parce que voilà, ils n'ont pas été satisfaits du produit, ils ont dû le renvoyer, ils doivent changer. Ça fait perdre du temps à la marque également, et de l'argent surtout parce que ça coûte de l'argent de rapatrier les produits qui ne vont pas être conservés par le client. Donc là, il y a un enjeu qui est extrêmement fort sur la partie AR. Et puis un deuxième volet, pour vraiment parler de ce qui existe aujourd'hui, on parlera peut-être après du futur, c'est plutôt du coup le côté virtuel. Et donc là, ça fait un certain temps déjà que dans le monde du jeu vidéo, par exemple, on peut acheter des produits qui sont des produits totalement virtuels, que ce soit des armes, des habits, des skins, des avatars personnalisés dans les jeux. Et donc ça, c'est une tendance qui existe depuis vraiment très longtemps. Ce qu'on voit se développer maintenant, c'est un lien plus fort entre le virtuel et le réel. C'est-à-dire que je vais pouvoir peut-être acheter avec ma paire de chaussures que j'achète en magasin, je vais peut-être pouvoir avoir le double pour habiller mon avatar dans un jeu vidéo ou un monde virtuel. Donc il y a un couplage comme ça qui s'opère entre les objets réels et les objets virtuels. Ben, c'est vrai on a évolué finalement dans nos pratiques entre le virtuel et le réel. Moi, je me souviens, alors c'est mon côté un peu vieille, mais je me souviens du moment où je m'étais inventé une vie de grande blonde, voilà, dans Second Life. Et puis, et en fait, j'avais une personnalité différente sur le virtuel et dans le réel. Là, aujourd'hui, on est vraiment en train de, finalement, maintenant qu'on a développé tous ces mondes virtuels et toutes ces activités sur Internet, on est en train de fusionner les deux. Ça prendra du temps, je pense, de fusionner les deux, mais en effet, la tendance, c'est que de plus en plus de services et d'objets virtuels apparaissent dans notre quotidien et dans le monde réel, ce qu'on appelle un petit peu la spatialisation des services, c'est-à-dire avec le mobile aujourd'hui, les lunettes demain, on va être capable de mettre en espace les services et donc d'apporter une valeur supplémentaire, de contextualiser davantage les services et les éléments virtuels qui vont pouvoir être utilisés au quotidien. Donc oui, on va probablement par là, ça prendra beaucoup de temps, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, technologiques, d'acceptation aussi sociétale, bref, il y a vraiment beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver à une fusion, comme vous le dites, des mondes réels et virtuels. Mais on voit que certains ont beaucoup d'idées là-dessus. Vous avez suivi les annonces récentes de Facebook, Oui. Qui pensent pouvoir générer de nouvelles sources de business grâce à des mondes virtuels, parallèles, alternatifs à la réalité. Donc oui, c'est une tendance, clairement. Oui. Voilà, alors pour reprendre des mots de Stan qui n'est pas là, la réalité augmentée, ça facilite et ça accélère la prise de décision d'achat parce qu'on a une meilleure appréhension de ce produit dans le contexte où qu'on peut, comme vous le disiez, l'essayer avant de l'acheter. En revanche, la réalité immersive, c'est une nouvelle interface homme-machine qui est plutôt sur le champ de la transmission, de l'émotion, voilà, qui m'implique encore plus. Voilà, alors Ricardo, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, une réalité aujourd'hui, des promesses demain. Alors, contrairement à Mathieu ou à Stan, qui sont vraiment en amont du parcours sur la technologie, nous, on se situe vraiment plus en aval, au niveau de l'utilisateur. Et en tant que place de marché, évidemment, on fait le bridge, le pont entre commerçants et leurs utilisateurs finaux. Donc, toute mon intervention, déjà, va être axée par rapport à ces prémices. Mais non, il y a évidemment un futur pour tout ça. Nous, ce qu'on voit à notre niveau et au niveau de l'immobilier, c'est que c'est un marché hyper archaïque, complètement dépassé en termes
d'utilisation de technologies par rapport à ce que les utilisateurs finaux attendent, et que donc on essaye justement de relever tout ça en démocratisant une technologie qui existe et qui existe déjà depuis 5 ans, voire 10 ans pour certaines, et qui va continuer à évoluer, mais sur lequel il faut, entre guillemets, prendre par la main, alors dans ce cas-ci, les commerçants, les agents immobiliers, pour que justement ils se mettent à la page par rapport à une situation, une contrainte, un besoin des utilisateurs finaux qui existent déjà aujourd'hui. Mais tout le défi est de leur faire comprendre qu'en fait la réalité virtuelle et tout ce qui tourne autour en termes d'immobilier, ce n'est pas le futur, c'est le présent, voire déjà le passé en termes d'attente des consommateurs. Donc c'est ça qui est difficile, mais contrairement peut-être à d'autres domaines, c'est juste un outil parmi d'autres, parce qu'évidemment, on ne peut pas acheter, enfin ce serait stupide même d'acheter quelque chose d'immobilier sans le visiter en concret. Alors je ne parle pas ici de l'immobilier purement virtuel, mais bon, ça c'est encore une autre... Ça commence à exister. Voilà, c'est ça. Sans rire, ça commence à exister, l'immobilier purement... Alors moi j'en apprends tous les jours, hein. Donc le e-commerce, il est là pour se développer. Pour autant, les technologies sont à peu près toutes présentes, c'est ce que vous dites. Mais l'adoption, elle est super lente. Alors quels sont les freins, quels sont les écueils à éviter dans la construction d'une expérience de e-commerce? Pourquoi ça traîne? Alors ce qu'on voit, nous, on est présent au Maroc, en France et en Espagne, essentiellement pour le moment. Mais ce qu'on voit, c'est un problème continental. Je mets de côté la Suisse à un certain niveau. On a un problème en Europe, c'est l'innovation d'usage. On est incapable de se mettre à la page sur des innovations d'usage. On a une grosse culture d'innovation, ce que je vais appeler technologique. Orange en est un très bon exemple ici. Mais par contre, sur l'adoption de nouvelles façons de consommer, d'utiliser des services ou tout simplement de vivre, on est complètement à la ramasse. Et par rapport à des pays anglo-saxons qui, eux, en revanche, sont beaucoup plus rapides à adopter des nouveaux comportements, bons, pas bons, après ils écrèment, mais en tout cas, l'adoption est beaucoup plus lente. Et comme on est, pour ce qui me concerne, sur un marché de B2B2C, encore une fois, c'est le noyau du milieu. C'est le second B, c'est le business qui propose ces technologies à ses clients, qui est trop lent pour les adopter. Alors il y a des freins financiers, évidemment, mais qui peuvent être surmontés. Encore une fois, il faut être intelligent sur la façon d'utiliser la technologie pour la rendre plus accessible. Et puis il y a des freins de calibrage, tout simplement. Les commerçants doivent, enfin je dis les commerçants avec un C majuscule, hein, mais les professionnels doivent mieux adapter les outils qu'ils utilisent pour prospecter leurs clients en fonction des besoins et des attentes que ces clients ont sur leur parcours acquéreur. Et c'est là où parfois ça pêche, parce qu'évidemment les technologies existent en amont, elles ont été faites plutôt avec une optique utilisateur final, mais c'est ce lien entre l'étape du milieu qui est celle qui va permettre de démocratiser et donc de faire baisser les prix par là même, qui pêche un peu en Europe continentale. Je caricature un peu, hein, évidemment, mais... Oui, il y a aussi un manque de ressources techniques ou de compétences techniques. Les spécialistes de l'immobilier ne sont pas forcément tous des technologues. Absolument pas. Et donc, il y a ce blocage aussi, éventuellement, de technologique. Alors, il y a aussi qu'effectivement, quand on pense réalité immersive ou réalité augmentée, on pense à l'expérience de l'utilisateur et la branche du milieu, elle n'est pas forcément axée sur l'utilisateur. Elle est plutôt axée sur faut que je trouve plus de maisons dans votre cas d'immobilier, il faut que j'ai plus de mandats, faut que mon stock de maisons tourne, beaucoup plus que quelle est l'expérience de mon utilisateur quand il va visiter une maison. Mais même, juste pour compléter, au-delà de l'immobilier, même un commerçant qui vend des stylos, peu importe, ou des chaussures, comme pour reprendre l'exemple de Mathieu, il doit réfléchir, ok, j'ai une expérience que je propose à mes clients, je peux le faire différemment, que ce soit en physique ou en digital, mais est-ce que j'essaye c'est autrement? Oui, non, ça a un coût. Il y a un retour sur investissement à définir pour le professionnel, et tant qu'il n'est pas en mesure de définir ce retour sur investissement et se dire, ou alors tant pis pour le retour sur investissement, j'innove, j'essaie de me démarquer simplement pour me démarquer, et on verra bien ce qui se passe. Mais c'est ce maillon-là qui freine, parce qu'ils n'ont pas pour le moment l'incitation de comportement à l'anglo-saxonne qui est de dire tiens, j'ai une nouvelle chose, tiens, laisse-moi essayer, ça peut peut-être marcher. Alors chez Orange, on utilise beaucoup les sandbox et les expérimentations. Alors oui, chez Orange, on est assez familier de tous les outils pour
aboutir, on va dire, amener à prototyper une innovation. Je vais prendre un exemple récent, et d'ailleurs je rebondis sur ce qu'on disait sur l'usage. Je pense vraiment que ce qui va être clé dans ces expériences-là, ça va être vraiment de centrer, d'avoir une expérience utilisateur qui va être excellente et inclusive. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Et pour ça, je vais prendre un exemple. On développe en ce moment une application qui s'appelle le scanner Wi-Fi et qui sert en fait à rendre l'invisible visible. L'invisible, dans notre cas, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la qualité du réseau Wi-Fi. Aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous savez que le réseau Wi-Fi est déployé, mais vous ne savez pas exactement dire la qualité de ce réseau dans l'espace, la répartition dans l'espace, c'est pas visible aujourd'hui, c'est pas quelque chose de matériel, donc c'est compliqué à comprendre. Et donc chez Orange, nous avons développé donc, ce scanner Wi-Fi qui permet à n'importe quel utilisateur de scanner, de cartographier progressivement son lieu d'habitation et de représenter la qualité de son réseau via des points de mesure qui sont pris dans chaque pièce. Et après, on représente tout ça sur la forme d'une carte 3D, une carte de chaleur qui, avec un code couleur assez simple, hein, vert c'est bon, rouge on capte plus trop bien. On peut représenter comme ça la qualité en 3 dimensions. Et en fait, ça permet vraiment de matérialiser, du coup, de rendre visible ce qui ne l'était pas jusqu'à présent. Ce projet-là, cette idée qui paraît comme ça assez simple, hein, assez basique, nous a pris un certain temps à développer. En fait, ce qui était compliqué, c'était pas du tout la technologie. En fait, la technologie, elle est assez bien maîtrisée et on sait globalement développer ce genre d'expérience. Ça a plutôt été de trouver la bonne expérience utilisateur, la bonne interface, avec la bonne grammaire pour utiliser cette application et que n'importe qui puisse manipuler comme ça des objets en réalité augmentée. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait utiliser les applications mobiles. Je pense que là, ça y est, le tactile, on maîtrise. La réalité augmentée, ça démarre. Donc il n'y a pas encore c'est pas encore documenté, il n'y a pas encore vraiment de pattern, de bonnes pratiques, sauf dans quelques applications clés, mais qui s'adressent plutôt aux jeunes. Donc si on veut être inclusif, si on veut vraiment parler à tout le monde, il faut vraiment faire un gros effort dans le design. Et donc nous, notre démarche a été de mettre autour de la table les designers, les marketing produits, les développeurs, et d'avoir un gros focus sur cette partie design. Ça a été vraiment la clé de ce projet-là. Donc en développant, en testant, donc en mode test and learn, et en testant en continu et en améliorant de manière incrémentale, par petites touches, le design, afin d'aboutir à quelque chose qui soit vraiment utilisable par n'importe qui. Et donc là, ce projet-là, on arrive un petit peu à la fin, on est en train de le tester avec 600 utilisateurs en ce moment. On pense avoir trouvé un design qui fonctionne pas trop mal, et on va essayer de le confirmer là, lors du test. Et après, c'est parti pour un déploiement. Et après, on espère, en effet, si la conclusion c'est que c'est utilisable, on le déploiera bien sûr d'ici la fin d'année. Ouais. Vous avez aussi un projet d'accompagnement en boutique, parce qu'on reste dans notre vie commerce, un accompagnement en boutique avec des démonstrations de produits, du guidage. On en est où de ça ? Ouais. Alors, on a en effet, c'est un projet d'innovation, donc on est en train de prototyper ce projet-là. Donc, il s'agit en fait de transformer un petit peu l'expérience dans les boutiques Orange et de permettre à l'utilisateur de diminuer son temps d'attente dans les boutiques, de lui permettre de bénéficier de présentation des produits et services et d'être accompagné un petit peu dans le choix, voire conseillé avant même de parler à un vendeur. Et donc concrètement, ça fait ce que vous avez dit. Donc c'est en particulier le fait de pouvoir avoir des démonstrations en réalité augmentée. Donc je pointe vers un produit en boutique et là l'objet va être reconnu et je vais bénéficier d'informations contextuelles qui vont s'afficher par rapport à ce produit-là. Je vais bénéficier aussi de démonstrations en réalité augmentée. On va pouvoir m'expliquer des choses de manière très concrète et visuelle, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent avant qu'on utilise cette technologie. Et puis je vais aussi être mieux guidé dans la boutique, c'est-à-dire pouvoir repérer rapidement l'emplacement des différentes thématiques de la boutique, la banque, la maison, enfin tout l'univers des services Orange. Donc tout ça va pouvoir être plus dynamique et plus accessible aussi pour tout le monde, de pouvoir se repérer vraiment de manière extrêmement rapide. Et donc c'est un gain de temps à nouveau pour tout le monde, pour le client et pour le vendeur qui peut se concentrer sur des tâches de plus haut niveau et avoir déjà un client qui a déjà commencé à être informé quand il l'accueille en boutique. Surtout que maintenant, on s'informe avant d'aller en boutique pour être sûr ou après y être allé. Donc,
tant qu'à faire, avoir tout ce service au sein de la boutique. Alors, on peut aussi imaginer, hein, parce que vous m'en parliez, en réalité immersive cette fois, de créer des boutiques qui n'existent pas. Hein, des nouvelles marques, des nouveaux produits, et puis on fera finalement la visite du centre commercial le samedi après-midi. On se la fera en virtuel à 100% avec des boutiques qui n'existent même pas en physique. Après, ces technologies, elles sont consommatrices du réseau. Donc, pour vous, la 5G, c'est sans 5G, pas de salut. On aura besoin de la 5G absolument pour accueillir ces nouvelles expériences. On en a déjà besoin aujourd'hui de toute façon pour des raisons capacitaires, puisque le réseau 4G, si on le laisse tel qu'il est, il va saturer, il sera plus accessible. Donc on a besoin de déployer la 5G pour répondre aux besoins des clients. Et ce type d'expérience développant, on a des besoins de bande passante qui vont être plus importants. Dans le futur, on fera probablement du streaming d'objets AR et de VR. Ça existe déjà, mais c'est pas encore démocratisé auprès du grand public. Et évidemment, le réseau 5G est le seul, et un jour on en entendra aussi les limites d'ailleurs, hein, mais c'est aujourd'hui la seule solution. On peut pas continuer avec le réseau 4G indéfiniment et en même temps accueillir ces nouvelles expériences. C'est pas possible. D'accord. Ricardo, vous en êtes plutôt le home staging, la 3D, puisque bon, les casques de réalité immersive, c'est pas encore ultra développé, mais vous comptez accompagner ce mouvement, les perspectives d'Or Insider? Alors, il y a tout ça en immobilier. On peut même complètement être en réalité augmentée pure sur de l'immobilier. Des gros promoteurs le font déjà. Bon, ça nécessite certains moyens, mais finalement, comme leurs contrats sont à plusieurs zéros, finalement, ils peuvent se le permettre. Mais toutes les technologies existent, on n'en est qu'aux prémices sur cet aspect-là, sur l'adoption dans l'immobilier. Mais en effet, on a déjà maintenant toute la partie numérisation pure, et donc rendu en 3D ou en 2D, etc. On peut également coupler ça avec toute la partie pure virtuelle, et ensuite faire un mix des deux, ou avec un casque ou sans casque. Alors ça, pour le moment, c'est pas encore vraiment développé, mais les gens vont pouvoir vraiment visiter l'appartement en l'état tel qu'il est, le home staging éventuellement proposé sur base de ce qui a pu être fait, et ensuite se dire, tiens, je veux acheter ce canapé, ou fais-moi changer ce canapé-là, je voudrais en mettre un autre, et prendre en catalogue, le changer, etc. Et donc, on revient sur la boutique virtuelle, mais dans une expérience d'immobilier. Alors encore une fois, voilà, avec les paramètres propres à l'immobilier, mais donc tout ça va se développer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en intro que la réalité virtuelle en immobilier, c'est du présent, voire déjà du passé en vrai. Le reste, maintenant, ça va venir. Alors ça existe, mais c'est pas encore vraiment quali. C'est pour ça que par exemple, nous, on ne le propose pas, mais d'intégrer le home staging sur une couche de la visite virtuelle, c'est-à-dire de pouvoir switcher, de se balader dans la visite virtuelle et de switcher on et off sur le home staging tel qu'il pourrait être proposé. Ça commence à se développer, c'est pas super quali, ça fait un peu de dessin par-dessus la réalité, c'est pas vraiment réel, mais ça va venir, ça va venir. Oui, parce qu'après, comment est-ce qu'on va faire le distinguo réel virtuel et puis, est-ce que vous voyez d'autres services autour pour augmenter finalement l'expérience client autour de l'immobilier, le déménagement Ça va venir. Alors ça, c'est plus, je vais dire, traditionnel. Mais lorsque vous visitez un appartement et que vous souhaitez l'acheter ou le louer, évidemment, il y a toute la suite de services qui va avec, c'est-à-dire le déménagement, l'aménagement, le courtier, la banque, l'assurance, etc. Donc on peut venir immerger, si je puis dire, tout ce panel-là dans la visite en elle-même, en fonction de critères qu'on pourrait affiner sur base du profil de l'acquéreur, qu'on peut connaître par ailleurs. Et c'est là où on peut venir vraiment faire quelque chose de très immersif et où finalement le rôle de l'agent immobilier, pour ce qui leur concerne, va être de se recentrer sur le cœur de leur métier, c'est-à-dire la prestation humaine d'accompagnement dans une transaction. Parce que vous montrez que ça c'est la cuisine et ça c'est le séjour, on n'en a pas besoin. Mais par contre, un agent immobilier qui peut vraiment augmenter l'expérience d'acquisition et donc l'accompagnement que lui propose, parce qu'au final c'est lui qui le paye, ce service, pour le mettre à disposition de ses utilisateurs, là il devient vraiment gagnant-gagnant, peut se démarquer par rapport à la concurrence. Et de toute façon, au-delà du démarquage de concurrence, à partir du moment où tout le marché tire vers le haut, ça se nourrit, c'est une pollinisation croisée. Donc finalement,
personne n'y perd, au contraire. Et en termes de ROI, parce que ça reste un investissement, ça reste de la formation éventuellement des gens, de comprendre que y a un process ça change l'organisation des entreprises. En termes de, vous avez des chiffres, il y a des transactions qui se font plus. Alors ça démultiplie le chiffre d'affaires d'un agent immobilier. On le voit, il y a des agents immobiliers qui en l'espace de 3 mois, 6 mois peuvent doubler leur chiffre d'affaires. Pourquoi ? Mais parce que comme ils se concentrent sur leurs fonctions premières d'agent immobilier, ils peuvent se concentrer sur la recherche de clients, qui est la moitié de leur job, si pas même les 3/4 de leur job. Donc à partir de là, oui, on a un démultiplicateur de chiffre d'affaires. Le ROI, pour ce qui concerne les agents immobiliers, c'est un peu différent parce que, oui, ils ont un coût, mais c'est nous qui allons faire tout ce travail pour eux. Ce n'est pas eux qui vont s'occuper de toute la partie virtuelle. Donc c'est à partir de là, pour eux, le ROI n'est pas vraiment pertinent. Ou en tout cas, il ne l'est qu'indirectement. Donc non, pour eux, à partir du moment où ils comprennent que augmenter la qualité leur est bénéfique, à partir de là, les utilisateurs sont beaucoup plus répondants à leurs sollicitations donc sur les annonces, mais pour eux, c'est du chiffre d'affaires en plus. Okay. Ça, pour le coup, c'est mécanique. Et donc, votre business model, B2B2C, ouais. Du coup, votre business model, c'est que vous vendez ça comme une prestation de service ou vous êtes une plateforme et... On intègre les deux, et ça, c'est ce que vous expliquiez au début sur l'ère Netflix. Pourquoi l'ère Netflix ? Parce que tout simplement, l'ensemble des contenus sur la plateforme Door Insider sont produits par Door Insider et donc ensuite sont diffusés parce que donc on allie médias et production visuelle. Donc contrairement aux portails d'annonces classiques qui ne font que du média, que de la diffusion, contrairement à tous les intervenants sur la production visuelle, et là d'ailleurs s'intègre Stan au niveau des casques en eux-mêmes, mais il y a deux verticales de marché, mais qui ne sont absolument pas réintégrées en une seule et même chaîne de valeur, ce qui permet justement de créer une synergie et de passer du coup un produit, de le démocratiser à un coût 60% moins cher de ce qui est proposé sur le marché. D'accord. Donc si on devait... alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas posées avant de passer et que vous vouliez développer peut-être Peut-être parler un petit peu des prochaines tendances. Oui, je sais pas si oui, les perspectives, absolument. Donc là, on a parlé surtout de ce qui existe aujourd'hui. Maintenant, si on essaie de se projeter, je pense que c'est intéressant aussi de regarder voilà, ce qui arrive. Donc l'annonce de Facebook, les metaverses, ça c'est déjà un premier point. Donc c'est la création principalement d'univers virtuels dans lesquels on va interagir. Si on veut essayer de comprendre un peu plus le truc, on peut penser un petit peu au monde du jeu vidéo. Donc par exemple un jeu comme Fortnite finalement, ça devient presque un metaverse parce qu'on va pouvoir collaborer entre amis, entre proches, vivre des expériences avec une émulation qui est le jeu. Il faut imaginer que les metaverses, enfin la vision de Facebook en tout cas, c'est un petit peu ça, mais étendu à d'autres domaines que le jeu vidéo. Donc ça peut être d'autres types d'interactions, regarder un film, voilà, enfin, interagir ensemble, vivre ensemble dans un monde virtuel. Et donc ça, alors après on peut s'interroger, est-ce que vraiment on va aller dans cette direction-là ou pas ? C'est normal d'être dubitatif. En tout cas, Facebook y croit, ils pensent qu'ils vont pouvoir générer quand même du revenu avec ça, donc ils y croient, ils investissent dedans, donc c'est une des tendances à regarder. Et donc pour les marques, ça veut dire peut-être exister sous la forme d'une boutique virtuelle dans ces mondes métaverse alternatifs pour répondre à un certain type de clientèle. Ça, c'est une première tendance. Il y a une deuxième tendance dont je voudrais parler, ce sont les jumeaux numériques, qui sont un petit peu en extension de ce qu'on appelait le try before you buy. Donc ça vient en fait du monde de l'industrie. En particulier, certaines usines sont pilotées aujourd'hui sous cette forme-là. Vous avez un double numérique de l'usine. Vous avez les capteurs qui évoluent sur le double de manière synchronisée avec l'usine réelle et même des contrôles qui sont actionnables depuis cette usine numérique. Ce concept-là a tendance à être désormais importé dans le domaine du grand public, dans le domaine du retail en particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir paramétrer, par exemple, si vous achetez une voiture, vous allez pouvoir la customiser en fait en 3 dimensions avec un modèle 3D qui vous est proposé. Une fois que vous l'avez acheté, vous allez peut-être bénéficier de ce modèle-là et pouvoir le montrer un petit peu, le partager avec vos proches pour montrer un petit peu à quoi votre nouveau véhicule va ressembler. Et puis, après l'achat, une fois que vous l'aurez reçu, vous allez pouvoir peut-être même contrôler votre voiture en partie, un petit peu à la manière de l'usine,
c'est-à-dire savoir un petit peu est-ce que tel élément est resté allumé, est-ce que ma voiture est bien verrouillée, à partir de ce modèle qui va être un double numérique en fait de votre voiture réelle. Donc cette notion de double va probablement également monter en puissance de plus en plus, et d'autant plus qu'on peut utiliser ces biens-là, enfin ces biens digitaux, dans les métavers. C'est-à-dire ma voiture, je vais peut-être pouvoir l'importer dans l'univers méta de Facebook pour avoir un double de cette voiture dans l'univers méta. Ça, c'est la deuxième tendance, et je vais terminer sur... Enfin, presque terminer sur... Enfin, évoquer rapidement les NFT, qui sont une manière, on va dire, de rendre... NFT, attends. Non-fungible token. Voilà. Quand même, parce que pas tout le monde sait. Hein. Enfin, je suis pas sûre. C'est un mot qu'on voit revenir de plus en plus, et pour cause, parce qu'en fait, cette technologie-là permet en fait de générer pas mal de revenus ces derniers temps. En fait, ça permet de rendre appropriables des objets numériques, notamment, pas que, mais notamment, qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Et donc, on va dire que toute forme d'objet numérique, un tweet par exemple, ça peut être revendu avec un titre de propriété qui prend la forme de ce NFT. Et donc, ça s'applique en particulier, les domaines d'application immédiats, ce sont les œuvres d'art numériques. Donc, pour attester de la propriété d'une œuvre d'art numérique, le NFT est une technologie qui est plutôt bien adaptée. Et puis, on peut imaginer que certaines pièces numériques vont peut-être devenir des antiquités, à la manière du premier tweet du boss de Twitter là, qui s'est revendu, j'ai plus la somme en tête, mais c'était cher. On peut imaginer que ces pièces-là vont devenir en quelque sorte des antiquités, comme vous achetez aujourd'hui un meuble ancien à un certain prix. Peut-être que demain, vous achèterez des pièces comme ça d'antiquités numériques à un certain prix. Voilà. C'est aussi une tendance, il faut la regarder de plus près. Et je terminerai juste sur, on se projette un peu plus loin, au final, il y a beaucoup de freins technologiques aujourd'hui qui sont liés aussi au form factor du mobile, parce qu'en fait, une expérience de réalité augmentée, j'ai besoin de tenir mon téléphone devant moi. Ça a un effet immédiat, c'est que mon expérience, ça va durer quelques secondes, voire quelques minutes, mais après, je vais ressentir un sentiment de fatigue et je ne vais pas pouvoir continuer très longtemps à tenir mon téléphone devant moi. Donc comment on lève cette barrière-là ? C'est en particulier donc, ce que travaillent les sociétés, les grosses sociétés américaines et asiatiques sur le thème des lunettes de réalité augmentée, qui un jour, mon avis personnel, c'est certain que ça va arriver, mais et de manière massive. Mais pour ça, il y a plusieurs freins à lever. Un, le form factor, il faut que ça tienne dans une paire de lunettes classique, parce que personne n'a envie de porter sur soi un équipement énorme. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc il faut que ça tienne dans une paire de lunettes classiques. Il faut que la technologie proposée soit au bon niveau, avec un angle de vue qui me permette vraiment d'avoir la sensation d'avoir des éléments virtuels qui sont vraiment devant moi, à un prix abordable, donc pas beaucoup plus cher qu'un smartphone probablement. Ou alors ça sera pas. Alors, Apple pourrait notamment proposer un device beaucoup plus cher, mais ce sera pas du grand public dans ce cas-là. Ce sera réservé au départ à une élite entre guillemets, et puis après les prix baissant, ça pourra se propager. Et donc ça va permettre de lever cette barrière des interactions courtes, d'aller vers des interactions qui vont être beaucoup plus longues, et du coup d'intégrer ces éléments de réalité augmentée dans notre vie quotidienne. Et je pense qu'on assistera à ce moment-là à une migration d'une partie des services mobiles dans une version spatialisée qui seront disponibles dans ces lunettes qu'on peut s'attendre à voir arriver sur le marché dans les 5 prochaines années. Voilà, parce que moi, je me rappelle avoir essayé les premières Google Glass. Voilà, la technologie n'était pas prête. C'est un objet très imparfait et pas du tout mature. Et d'ailleurs, c'est toujours pas mature aujourd'hui. Il y a des choses qui existent, mais dans les différents critères que j'ai évoqués, voilà, on n'a pas le match parfait. Donc le produit n'existe pas encore. Ricardo, pas forcément une vision plus du futur, mais plutôt en revenant un peu à du pragmatisme, un conseil, un message clé si on veut rentrer dans ce domaine ou proposer une expérience en e-commerce. Je pense que ce qu'il faut faire, parce que les commerçants, la prémisse, c'est les commerçants sont fragmentés. Je veux dire, c'est des TPE, il y a des gros groupes évidemment, Carrefour serait un méga groupe là-dessus, mais il y a deux façons d'aborder la technologie. Soit on attend que les early adopters aient fait leur tambouille et que finalement après on suit passivement ce qui se passe quand ça arrive et en fonction de nos moyens. Soit on tire l'ensemble du marché vers le haut et on arrive plus sur une adoption
mais justement qui permet les innovations d'usage de façon plus démocratique. Pour ce faire, on ne peut pas demander à l'agent immobilier, au boulanger ou au petit magasin de vêtements du coin d'investir là-dessus, parce que tout simplement ça le dépasse, sauf à ce que ce soit un illuminé de la tech à son niveau, évidemment. Mais donc du coup, par contre, ce qui manque, c'est à mon sens les réseaux, les syndicats. On est quand même en Europe, il y a des syndicats. Toutes ces associations professionnelles qui, pour le coup, ne remontent absolument pas ou très peu les besoins, les évolutions de marché, les lames profondes d'évolution. Et on voit que ça crée du coup cette contradiction entre la vision très court-termiste d'un utilisateur qui est « je veux pouvoir utiliser quelque chose là, maintenant, tout de suite », parce que c'est maintenant que je le veux, et c'est le propre du consommateur, et encore plus aujourd'hui dans la société actuelle, et la vision d'un commerçant qui va être plus moyen, long terme. Évidemment, il y a des échéances court terme, mais personne ne va faire le pont entre ces deux visions pour le commerçant. Et donc c'est là où je pense que ce soit les pouvoirs publics via ces acteurs indirects, mais il faut inciter ces acteurs à être plus présents, à exprimer leurs besoins, à exprimer leurs attentes, leurs souhaits parfois tout simplement, pour permettre aux producteurs de la techno de venir faire quelque chose qui va être adopté massivement, en tout cas beaucoup plus massivement par la chaîne. Ok, donc que vous fédériez d'une façon voilà, d'une, d'une façon d'une. Alors sachant qu'il existe un France Immersive Lab, Oui. ça je suis sûre, et puis une fédération voilà, qui est un peu toute nouvelle, mais et qui essaye de monter au niveau européen et de redescendre aussi au niveau français. C'est plus compliqué, mais voilà, on en reparlera. Alors on va peut-être directement passer aux questions. Donc si vous avez des questions dans la salle. Il faut toujours qu'il y en ait un qui se décide à poser la première. Ben vous êtes tout devant, vous avez peut-être une question, non? Allez. Moi j'ai en trouvé une. Selon vous, on est à quel niveau de maturité? Est-ce qu'on est un plateau et juste avant le décollage? On est en plein décollage? Il y a encore 10 ans à venir avant que ça explose? Quelle est votre vision? Ah oui, parce que là, ce que dit Gartner à ce sujet-là, si vous suivez la courbe de Gartner, on a passé la courbe là, je sais plus comment ils appellent ça là. De hype. De hype, voilà, La c'est courbe ça. de hype. On est maintenant au niveau du plateau là, qui promet une croissance, normale Ouais. du sujet. L'AR, ça arrive de plus en plus dans notre vie quotidienne, et j'en ai parlé, sur le mobile. Et donc ça se développe, il y a aucun doute là-dessus. On voit que ça arrive de plus en plus par petites touches dans les applications mobiles. Comme je disais, le frein principal, c'est le temps d'utilisation sur mobile. Enfin, l'objet n'est pas adapté pour ça. Et il y a encore quelques années, avant qu'on voit arriver, je pense, une paire de lunettes qui soit vraiment grand public, même si certains pensent que Apple sortira d'ici 1 ou 2 ans ces lunettes, je vois pas trop comment ils pourraient être prêts technologiquement à un niveau de prix acceptable, etc. Enfin, aussi bon qu'ils soient. Par contre, on attend vraiment ça quand même. Entre guillemets, cet iPhone moment, comme on dit. C'est-à-dire le moment où on va avoir l'objet qui incarne vraiment quelque chose qui va transformer nos usages numériques. Et je n'ai aucun doute que ça va arriver, je n'ai aucun doute que la spatialisation des services va arriver, tout simplement parce que ça apporte vraiment de la valeur et qu'on se sentira d'un seul coup coincé là-dedans. Comme lorsque ça s'est apparu, on s'est demandé comment on avait fait jusqu'à présent. Je pense qu'on va vivre le même type de phénomène et que c'est la prochaine, on va dire, grande transformation numérique qui va arriver dans le monde du mobile. Après, sur la VR, on commence à avoir des produits qui sont un petit peu plus matures. Donc, vous voyez Oculus Quest, par exemple, qui est quand même pour des personnes qui sont un petit peu geeks et déjà bien équipées et qui aiment bien les nouvelles technologies, c'est déjà utilisable et on peut déjà faire des choses intéressantes avec. Par contre, ça ne concerne pas encore le grand public. Vous voyez, c'est des casques qui se vendent, ils en ont vendu quelques millions, mais ça reste pour l'instant des volumes assez petits. Exactement. Ça reste dans le domaine du geek. Hein. Moi, je pense qu'on est dans les early adopters. Donc, c'est vrai que la réalité augmentée, elle est potentiellement un petit peu plus... Elle a dépassé... Enfin, je suis pas bien sûre qu'elle ait fait sa courbe. Moi, je pense qu'elle est en haut du plateau du hype. Elle est en train de redescendre un peu parce qu'on en parle moins, parce que la réalité immersive la pousse.
Vous avez Ouais. quand même en général dans le cycle de hype, la partie plus personne ça les intéresse, tout le monde dit que ça va servir à rien, finalement c'est le flop. Alors on l'a peut-être eu avec les Google Glass, et qu'on est en train, ça y est, de rentrer en phase de maturité, mais je suis pas complètement sûre. En revanche, sur l'immersive, on est clairement sur la partie mais émergence de émergence. Ça, on a des choses qui sont accessibles, qui ont de l'intérêt, qui sont, comment dire, qui se vendent bien, même si ça se vend pas autant qu'un smartphone ou qu'une console, etc. On n'a jamais vendu autant de casques VR. Je pense qu'il y a effectivement Certes. une explosion des usages. C'est vrai, mais on reste sur des volumes qui sont très limités. Alors que la réalité augmentée, vous pouvez toucher vos utilisateurs avec ça. Ça y est. Et tout le monde en a un. Ouais, la réalité augmentée, on est rentré en maturité. Alors par contre, j'avais complètement zappé, mais pour poser une question, si ça vous ennuie pas, de vous diriger vers le micro, parce que comme on enregistre, sinon il faut que je répète votre question. Oui. Bonjour, merci pour la conférence. Petite question, parce que vous disiez, en réalité augmentée, il y a beaucoup d'applications, il y a des applications disponibles. Hormis Pokémon Go, qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui en réalité augmentée? Pokémon Go, ça reste le plus grand succès. Le seul. Je pense pas que c'est le seul. Ça a fonctionné, ça fonctionne encore. Hein. C'est un business Pokémon Go, qui il y a 100 continue. millions d'utilisateurs quotidiens. Si vous prenez des applications d'entertainment, je suis d'accord avec vous, de jeux, on va dire, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Même Niantic, qui édite Pokémon Go, a tenté d'autres choses, ne les a pas forcément continuées, bien qu'il continue à le faire. Prenez Snapchat, par exemple. Snapchat s'appuie énormément sur la réalité augmentée. La clé de leur succès, enfin une partie des clés de leur succès, c'est ça. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui que ce Snapchat ne soit pas un succès. Et ce type d'expérience-là commence à arriver de plus en plus dans d'autres applications du quotidien. Ce que je vous disais, nous on utilise la réalité augmentée maintenant pour cartographier la qualité du réseau chez vous. Il n'y aura pas une application, il y a Pokémon Go, mais je veux dire, et encore, Pokémon Go, est-ce que c'est vraiment de la réalité augmentée? Certains vous diront que non. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir il ne faut pas penser la réalité augmentée comme c'est un élément aujourd'hui qui peut venir compléter des parcours utilisateurs existants. Mais je ne crois pas qu'il va y avoir une application, la killer app de la réalité augmentée. Je ne crois pas qu'elle va exister comme ça, ou on l'aurait déjà trouvée. Pas demain, mais par exemple, vous parliez tout à l'heure de pouvoir tester ses vêtements chez soi, en boutique, pour ne pas se déplacer en boutique, et pour diminuer aussi le taux de retour, etc., des marques commerciales. Aujourd'hui, qui a essayé ça? On a vu des projets de Nike qui tentaient de faire ça, on a vu des projets, mais aujourd'hui, par la complexité, est-ce que chez Orange, par exemple, vous avez commencé à tester des choses pour ça? Parce que c'est quand même, il y a des freins en termes de modélisation, j'ai l'impression, en tout cas, quand on essaye chez soi, on ne connaît pas vraiment sa taille, on n'arrive pas à voir le rendu, le fit des vêtements. Là-dessus, moi, j'ai lu un article de Levi's, donc le CEO de Levi's, qui a annoncé en 2019 qu'il allait renoncer aux tailles, parce que les tailles, ça servirait plus à rien, et ce qu'il fallait, avec justement ce principe de réalité augmentée et de immersive d'ailleurs, où vous allez donner toutes vos dimensions corporelles, et puis après, c'est sur ce modèle-là que seront faits les vêtements que vous achetez en ligne. Et donc le problème d'adoption, finalement, c'est un problème de la chaîne de valeur et de toute la filière. Parce que ils sont où ceux qui cousent, ceux qui produisent les jeans, etc. Donc, pour l'instant, on en est à, on vous propose plus court, plus large, plus haut, un petit peu pour s'adapter à votre morphologie. Ce qu'il dit, c'est que, mais ça va être super simple. Je poste mon mannequin 3D personnel là-dessus, et mon expérience d'essai, je l'ai. Et elle ne sera pas la photo plaquée sur la technologie, elle est un moyen de spatialisation, effectivement, en contexte, de remettre en contexte, et ça nous aide vraiment, parce qu'on comprend mieux l'usage d'un produit en contexte, et elle est aussi un facilitateur, finalement, de l'achat, mais ça demande une transformation complète de l'écosystème. Dans le cas du textile, c'est clair, et dans l'immobilier, c'est exactement ça que vous êtes en train de vivre. C'est que l'agent immobilier, c'est pas son boulot, la tech. Donc Door Insider sert d'intermédiaire
augmenter, quelque part, vous augmentez la qualité du service par ça. Je pense que c'est un problème aussi pour adopter et que ça arrive chez le consommateur, il faut la transformation de l'écosystème complet de la chaîne de valeur qui existe aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Donc l'apparition probablement de plein d'intermédiaires en phase intermédiaire, justement, pour après que ça soit intégré et que ça devienne dans nos modes de vie. Moi, je le vois plutôt comme ça, l'évolution. Mais je sais pas. Merci. Ricardo, une autre question? Oui. Alors maintenant, on a 2 personnes sur le micro, mais c'est pas grave. Je laisse la parole à monsieur. Alors moi, j'ai pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Récemment, il y a eu la Blockchain Summit à Dubaï, justement, avec tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies, de la blockchain. Et pour répondre à monsieur, il y a un projet qui s'appelle MetaHero. Alors je ne sais pas si vous connaissez particulièrement, ce sont des méga scanners hyper impressionnants où en fait vous rentrez dans le scanner, ça vous scanne directement en 3D en ultra haute définition. Et pour info, ils sont en train de déployer ces scanners à travers le monde pour faire de vous un avatar 3D et de scanner des millions de personnes. Voilà, donc le but à terme, ce sera par exemple que vous puissiez intégrer un jeu vidéo en étant vous-même et aussi notamment tout ce qui est au niveau du commerce, donc vos chaussures, vos vêtements, etc. Ben voilà, en fait, ce que je disais, ça va venir, c'est déjà là. Madame. Oui, bonjour. Petite question donc, concernant l'AR et la VR. Si on fait un focus sur le domaine medtech ou biomédical, sont quoi selon vous les futures avancées, les grands déploiements, ce qui va pouvoir se massifier, que ce soit pour les soignants ou pour le grand public? Alors, déjà, je veux dire, nous, on est Vicommerce, là, aujourd'hui. C'est ça que vous avez dit, commerce. Voilà. Après, je pense qu'ils ont une opinion, donc on va leur laisser... Oui, c'est ça, parce que de manière générale, ça reprend le thème de l'AR et de la VR. Oui, je suis d'accord. Je vais essayer de répondre, mais soyez indulgente. Je ne suis pas un professionnel de la médecine. De ce que j'ai pu voir, c'est très utilisé de manière générale, enfin, la VR, l'immersif, pour l'apprentissage. Pour apprendre des gestes, par exemple, pour peut-être que sa première opération chirurgicale, on la fasse en VR avant de la faire sur une vraie personne. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à attendre dans ce domaine-là, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'éducation et de la simulation. Je pense que l'intérêt des casques standalone, en particulier qui sont sortis récemment, c'est qu'ils viennent d'un seul coup abaisser le coût d'entrée pour utiliser ces technologies en termes de prix, en termes d'utilisation, et ça devient beaucoup plus simple d'un seul coup de développer aussi des expériences. Et donc on va voir de plus en plus, je pense, dans ces domaines-là, voilà, la formation. Et après, sur la partie, si on se projette avec des lunettes de réalité augmentée, on peut imaginer que le médecin qui opérera aura, pendant l'opération, des informations qui apparaîtront en réalité augmentée. Mais bon, je pense que là, on est un peu plus long terme quand même sur une échelle de temps. Mais clairement, aujourd'hui, alors c'est sous la forme de jumeaux numériques, parce qu'on n'est pas encore effectivement les rois des métavers, hein, mais les jumeaux numériques sont essentiellement utilisés à fonction de formation et de simulation. C'est-à-dire que c'est sûr que Airbus s'en sert beaucoup pour la construction des moteurs, pour la formation des employés sur la chaîne de construction. Puis ça permet aussi contrôle, qu'on fait les choses correctement, puis ça aide l'opérateur, mais de façon incroyable. Donc on est d'accord. Spécifiquement sur la médecine aujourd'hui, effectivement. Après, on est quand même dans des... faut voir ce qu'on assène un peu, enfin moi je trouve, ce qu'on assène un peu aux gens qui ne sont pas du monde de la tech. Hein, enfin, je pense que vous vivez ça, Ricardo, au quotidien, avec des agents immobiliers. Les smart contracts, la blockchain, les VR, les métavers, l'AR, l'AI, enfin je sais pas vous, mais le lambda normal, il a une overdose de noms de tech et il sait plus trop. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être s'extraire du sujet et la tech, qu'est-ce qu'elle peut faire, et repartir de l'usage, hein, de dire où est-ce qu'on enlève du point de pénibilité, où est-ce qu'on améliore la qualité de service, où est-ce qu'on ajoute de la performance opérationnelle, hein. Enfin, je pense que vous êtes d'accord. Il y a également le fait que le terme est extrêmement galvaudé, hein. Bon, ça vous aura pas échappé,
Mais si je prends par exemple les solutions dites de VR dans l'immobilier, les 3/4, ça n'a rien de virtuel, ça n'a rien de 3D. Par contre, tout le monde en parle comme si on faisait de la VR. Donc après, ça revient à la question qu'on posait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on veut et quels moyens on se donne. Mais il y a beaucoup de choses sur le marché qui sont là, qui ont une utilité. Mais après, faut être précis sur les attentes et sur ce qu'on appelle quelque chose, en fait. Voilà, et c'est vrai que si on veut déployer, il faut aussi, c'est tout un système de formation, des changements de pratiques. Ça prend du temps long, c'est du temps long. Et dans des domaines où la technologie, c'était pas leur sujet principal. Enfin, je pense l'immobilier, les technologies, c'était pas trop. Non, ils n'y sont pas du tout. Mais par contre, tous les digital twins, ça a un énorme avenir dans l'immobilier. Pour les syndics, pour les assurances, pour toutes ces professions-là, c'est une panacée. Par contre, on n'y est pas du tout encore, mais ça viendra, ça c'est sûr. Voilà, donc on est au moins sûr. On est moins sûr du développement, c'est fait pour... ça vient et c'est fait pour durer et se développer, ça c'est clair. C'est une nouvelle interface entre le physique et le virtuel, clairement, et qui va nous faciliter la vie potentiellement et nous changer notre usage d'Internet. Après, d'autres questions ? Moi, je peux vous lire la conclusion que voulait dire Stan. Non, parce que j'aimais bien, ça avait un côté très plongé dans l'imaginaire. Parce qu'il dit ça, Stan. Alors, je quote à peu près. Après le dessin, l'écriture, la photo, la vidéo, ce qui arrive, c'est l'expérience d'une nouvelle façon de nous interfacer avec le virtuel. Et donc, on peut revenir à un monde d'avant les Facebook, les GAFA. Avoir un accès à plus de liberté, celle d'avoir une identité complexe. C'est ce que je disais quand j'avais une double identité entre Second Life et là. Rentrer dans la vraie complexité de notre identité, l'exprimer dans de nouveaux espaces et s'y fuir le monde réel dans lequel on est un peu en mal-être, c'est pas assez, mais c'est pas forcément la bonne raison. On peut aussi s'affranchir de contraintes physiques et s'appuyer sur la créativité de la fameuse French Touch et penser qu'on a des valeurs, des talents et des savoir-faire en France. Et donc voilà, je représente la pépite qui n'est pas là et qu'il faut qu'elle reste française. Je l'aurais dit et pour lui c'est un vrai nouvel espace de liberté, un vrai nouvel espace de créativité. Et nous, là-dessus, les Français, on est super forts. Voilà. Eh bien, on s'arrête là. Ça vous va ? Merci. Et comme on a un petit peu d'avance, si vous voulez, vous pouvez venir directement discuter avec ceux qui connaissent vraiment quelque chose dans la RVR. Merci.